Bonjour à tous, nous allons faire une présentation de la mise en œuvre de calculs matriciels à partir du logiciel Excel et dans le contexte de l'application de la méthode des moindres carrés à des résultats issus d'un plan de mélange. Alors voilà le plan de l'exposé. On va partir d'un petit exemple que nous avons déjà abordé dans la partie présentant des aspects statistiques ou des aspects mathématiques. Et après avoir posé le problème, on va décrire dans ce transparent PowerPoint ou rappeler quelles sont les étapes de la démarche qui vont nous amener successivement à construire différentes matrices que vous voyez symbolisées par des rectangles de couleur bleue dans le plan de la figure et qui portent le nom de matrice du modèle, matrice d'information, matrice de dispersion, matrice H. Le but de l'analyse mathématique étant, à partir des données expérimentales, d'estimer la valeur des coefficients d'un modèle et des écarts entre les réponses observées et les valeurs restituées par le modèle, ces écarts étant appelés des résidus. Alors, quel est le problème? Nous étudions un mélange binaire de sable et de gravier dont nous souhaitons maximiser la compacité de l'empilement. Et les expérimentateurs ont choisi de réaliser les 7 mélanges que vous voyez dans le plan de la figure. Il s'agit donc de la matrice d'expérience définie à partir de 2 colonnes, puisque nous sommes en présence de 2 constituants, et à partir de 7 lignes, puisque les expérimentateurs ont décidé de réaliser 7 mélanges. Pour chacun des mélanges que vous voyez apparaître le long du diagramme binaire par des points rouges, les expérimentateurs ont réalisé des mesures et vous voyez reporter à l'écran la valeur de la masse volumique apparente pour chacun de ces mélanges, montrant que le fait de mélanger permet d'améliorer la compacité puisque la masse volumique passe de 1400 grammes à près de 1940 grammes par litre. Et ce que vous voyez rappelé en bas, sans démonstration, puisque cela a été fait dans le chapitre relatif aux aspects mathématiques, eh bien c'est l'équation matricielle de la méthode des moindres carrés qui permet d'estimer les coefficients d'un modèle. Et le trait rouge que vous voyez sépare tout ce qui relève de l'expérimentation, qui sera repéré par le vecteur Y, de tout ce qui relève du choix du plan d'essai, à savoir le nombre d'expériences, la nature de ces expériences et le type de modèle que l'on va utiliser pour décrire la variation des résultats. Tout ceci transparaît au travers de notations de type grand X. Alors, le nuage de points, qui est une étape préalable à l'analyse, nous invite à modéliser la variation des réponses observées à partir d'un modèle. N'oublions pas que l'on fait toujours l'hypothèse d'un modèle, et ce modèle va nous permettre de décrire la variation, j'en rappelle ici la définition, de la masse volumique en fonction des variations des proportions des constituants, à savoir ici les fractions massiques de sable et de gravier. Un modèle comprend, c'est un rappel, toujours 3 parties. À gauche du signe égal, la réponse modélisée, à savoir la valeur mesurée que dans un langage métrologique, on désigne sous le terme d'indication. C'est ce qui est noté YI, la réponse mesurée pour le IM mélange. Ensuite, juste à droite du signe égal, vous avez l'expression de la fonction de mesure qu'on appelle la partie déterministe de la décomposition, ou la partie systématique. Il s'agit de l'équation du modèle qui va faire apparaître des paramètres, la méthode des moindres carrés conduisant à l'estimation de ces paramètres sous forme de coefficients. Et on notera Y chapeau I, la réponse prévue par la partie déterministe pour la IM expérience du plan d'expérience. Et naturellement, la dernière partie de la décomposition concerne les écarts entre les réponses mesurées et les valeurs restituées par la partie déterministe. Ces écarts,
lorsque les coefficients sont estimés par la méthode des moindres carrés, portent le nom de résidus. Donc l'analyse mathématique eh bien, va consister à estimer les coefficients de la partie déterministe et les résidus, c'est à peu près son seul objectif. Et donc voilà restituer la partie déterministe dès lors que l'on aura l'estimation des paramètres bêta 1, bêta 2, bêta 1,2, gamma 1,2 dans l'expression que vous voyez apparaître à l'écran, eh bien on pourra dessiner la fonction du modèle ou la fonction de mesure sous la forme d'une courbe rouge qui est ici une cubique. Et comme vous pouvez le voir, bien cette courbe passe au mieux par les points expérimentaux sans passer exactement par ces points et par voie de conséquence, il faut informer les expérimentateurs des écarts que l'on observe et ces écarts appelés résidus peuvent être traduits sous la forme d'un nuage où sur l'axe horizontal j'ai représenté le nombre des mélanges, des 7 mélanges, sur l'axe vertical l'écart au modèle sous forme de résidus et j'ai choisi ici une représentation sous forme d'un diagramme en bâton pour nous apercevoir que c'est au niveau des mélanges 5 et 6 que l'écart avec le modèle est le plus important. Alors, quels sont les objectifs de l'analyse mathématique? Eh bien évidemment, c'est de nous permettre de calculer, d'estimer les informations dont on vient de parler, à savoir, de manière générique, les P coefficients du modèle. Ici, pour un modèle de degré 3, il y a 4 coefficients, et les N écarts ou les N résidus, puisque nous avons fait 7 mélanges, il convient d'estimer 7 résidus. Et par voie de conséquence, vous aurez toujours plus d'inconnus que d'équations. Vous aurez dans notre exemple les 4 coefficients plus les 7 résidus qui représentent des inconnus, 7 et 4, 11, alors que vous n'aurez fait bien naturellement que 7 expériences, donc 7 informations, dont 7 équations. Et par voie de conséquence, il nous manque des équations, et ces équations manquantes sont générées automatiquement par la méthode des moindres carrés, qui a été proposé il y a plus de 200 ans par Gauss et par Legendre. Et cette méthode des moindres carrés va nous amener à un système où il y aura autant d'équations que d'inconnus. Ici, nous aurons un système de 4 équations à 4 inconnus. Et dès lors que ce système dépasse un système 2, 2, 3, 3, eh bien, l'approche matricielle va faciliter grandement l'inversion de cette matrice. Vous voyez apparaître l'exposant -1 dans l'expression générique. Et on va utiliser Excel pour nous faciliter les inversions de matrices et les calculs matriciels en rappelant toutefois quelques recommandations d'usage. Alors, quelles sont les étapes de la démarche? Nous avons au départ les coordonnées des mélanges qui sont reportées dans la matrice d'expérience et nous cherchons à atteindre les 2 vecteurs rouges. D'une part le vecteur des coefficients et d'autre part le vecteur des résidus. Bien, pour passer de la matrice d'expérience et des réponses que l'on mettra en regard aux 2 vecteurs rouges, on va successivement créer la matrice du modèle, on va transposer la matrice du modèle de telle sorte qu'on puisse, en faisant le produit de la transposée de x par x, obtenir la matrice d'information. Si cette matrice d'information est inversible, alors on obtiendra la matrice de dispersion. Ensuite viendra se rajouter le vecteur des réponses. On fera le produit de la transposée de la matrice x par le vecteur y, et en faisant le produit de la matrice de dispersion par ce dernier vecteur, on aura établi le vecteur des coefficients. Dès lors que l'on connaît une estimation des paramètres du modèle numérique, on peut bien utiliser l'équation du modèle pour générer les valeurs de la réponse au niveau des essais réalisés. On obtient ainsi le vecteur y chapeau et par comparaison des vecteurs y et y chapeau, eh bien, on obtient le vecteur des résidus. Donc voilà quel est le schéma général de la démarche
de mise en œuvre de la méthode des moindres carrés. Et pour faciliter cette mise en œuvre à l'aide d'un tableur, je vous recommande vivement de dessiner, pour les gens qui ne sont pas à l'aise en algèbre linéaire, la géométrie des matrices sous forme d'un nombre de lignes et d'un nombre de colonnes. Lorsqu'une matrice est carrée, c'est-à-dire qu'elle présente le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes, bien, dessinez un carré dans le plan de la figure. Et lorsque votre matrice est un vecteur, c'est-à-dire une colonne par exemple, eh bien, dessinez une bande rectangulaire plus fine que les autres. Voilà. Alors on va voir maintenant, avant de passer sous Excel, les étapes une par une pour revenir, alors non pas sur des démonstrations qui ont été faites dans la partie cours, mais sur quelques aspects pragmatiques. De dimensionnement en particulier, la matrice d'expérience possède bien autant de colonnes qu'il y a de constituants, autant de lignes que vous avez décidé de faire de mélange. Cette matrice, vous l'avez remplie par des valeurs de telle sorte que les expériences permettent d'estimer avec une incertitude minimale les informations que vous cherchez, et c'est ce que l'on regroupe en anglais sous le terme design pour faire référence à la conception expérimentale. Donc voilà ici les 7 mélanges tels qu'ils ont été définis par les expérimentateurs, et il va falloir naturellement traduire ces valeurs dans un tableur. Et je vous rappelle que pour des raisons d'instabilité, il est important de saisir correctement les fractions sous la forme égale 1/3 pour un tiers et non pas 0,333, de manière à propager le moins d'erreurs possible dans les calculs. La somme des proportions devant être une constante qui ici sera unitaire. Une fois qu'on a défini la matrice d'expérience, on va créer automatiquement la matrice du modèle en faisant une extension de la matrice d'expérience, c'est-à-dire que l'on va rajouter des colonnes. C'est ce que vous voyez à l'écran. On va rajouter des colonnes qui tiennent compte de la nature du modèle, par exemple ici un modèle de degré 3, et vous voyez que j'ai rajouté la colonne produit x1 fois x2 et une colonne matérialisant le monome de degré 3, x1, x2 que multiplie x1 moins x2. Donc cette matrice contient autant de lignes que vous avez fait d'essai et autant de colonnes qu'il y a de coefficients dans le modèle. Des formules génériques indiquant le nombre de coefficients ont été présentées dans la partie consacrée aux aspects mathématiques. Et donc sur notre canevas général, eh bien, la première étape va consister à reproduire la matrice d'expérience en faisant une extension de cette dernière, c'est-à-dire en rajoutant des colonnes. Une fois que vous avez obtenu la matrice du modèle, la matrice suivante, qui est un élément clé dans la démarche, est la matrice d'information. La matrice d'information, c'est une matrice carrée. Donc cette matrice va posséder P ligne, P colonne, P étant le nombre de coefficients. Donc ici, tout calcul fait, 4 lignes et 4 colonnes, et le déterminant de cette matrice traduit la qualité de couverture des expériences au sein d'un domaine expérimental pour estimer les coefficients du modèle. Plus le déterminant est petit, plus la couverture de ce domaine expérimental est de mauvaise qualité, comme on pourra le voir. Et donc construire un plan d'expérience revient le plus souvent à maximiser, à partir d'algorithmes d'échange, le déterminant de cette matrice. Comment obtenir maintenant cette matrice? Eh bien tout simplement, nous l'avions vu en cours, d'abord en transposant la matrice du modèle et en faisant ensuite le produit de la transposée de cette matrice par la matrice du modèle. C'est comme ça qu'on obtient la matrice d'information. Donc c'est à partir d'ici que vont intervenir la mise en œuvre de fonctions matricielles dans Excel. Une fonction matricielle nécessite de sélectionner la zone de résultat avant sa mise en œuvre et de valider l'application de la fonction à partir des touches CTRL, SHIFT et Entrée, et non pas avec la touche Entrée uniquement. Pour transposer une matrice, on utilisera la fonction transpose, et pour faire un produit matriciel, on utilisera la fonction produit mat, dont vous voyez la boîte de dialogue à l'écran. Une fois qu'on a
calculé la matrice d'information et qu'on s'est assuré que son déterminant n'est pas nul, eh bien on va inverser cette matrice. L'inverse d'une matrice carrée est une matrice carrée de même taille, donc cette matrice de dispersion fera P colonne et P ligne. Vous envoyez les valeurs à l'écran. Cette matrice présente un intérêt d'analyse, notamment sur sa diagonale, puisque les valeurs qui sont situées sur la diagonale sont proportionnelles aux variances d'estimation des coefficients. Et vous voyez que les premiers termes diagonaux, 0,98, vont affecter le doute sur les estimations des paramètres du premier degré, B1 et B2, alors que le dernier terme, 47,56, va affecter, c'est l'incertitude qui va affecter l'estimation du paramètre gamma 1,2, c'est-à-dire le terme de degré 3. Et donc vous voyez que malgré la bonne répartition des expériences dans le domaine, il y a une inflation des incertitudes, des coefficients de variance, en fonction du degré du modèle. Et donc quand on construit un plan d'expérience, on cherche à minimiser la trace de cette matrice, la trace étant la somme des termes diagonaux qui, je le rappelle, sont positifs. Donc minimiser une somme de termes positifs revient à minimiser un peu chacun d'entre eux. Donc la matrice de dispersion va apparaître sous la matrice d'information ou après la matrice d'information à partir de l'utilisation d'une fonction Excel qui est la fonction inverse math. Et puis, vous voyez ici réapparaître la matrice d'information. Et puis, je profite de l'approche mathématique pour ajouter une matrice que l'on utilise à la fois pour la construction d'un plan d'expérience et à la fois pour l'analyse des résultats, qui est la matrice H. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une matrice carrée qui va faire n lignes, n colonnes. Voyez la formule de cette matrice. Elle a été présentée lors des aspects statistiques liés à l'analyse de régression. C'est les termes diagonaux qui nous permettent, les termes de cette matrice, qui nous permettent en particulier de calculer la qualité prédictive du modèle, mais comme elle ne dépend finalement que de X et de la matrice d'expérience, donc du choix du modèle et de la nature des expériences que vous réalisez, il m'a paru utile de venir l'insérer dans la démarche mathématique. Nous extrairons de cette matrice les termes diagonaux qui représentent ce qu'on appelle les leviers. Alors concrètement, les leviers, on peut leur donner une interprétation géométrique lorsqu'on utilise des modèles de degré 1, et lorsqu'on utilise des modèles de degré supérieur à 1, le levier va représenter l'amplificateur, quelque part, de l'écart de description pour créer l'écart de prédiction dans l'estimation de la qualité prédictive. Donc le rêve de tout expérimentateur est d'avoir des leviers les plus homogènes et les plus faibles possibles. Alors, voilà toutes les matrices que vous pouvez construire en préambule à l'analyse des résultats d'essai, puisqu'en fait, toutes les informations que vous avez vues apparaître ne dépendent pas de la valeur de la réponse. Alors toutefois, lorsque on dispose de la réponse, eh bien, on va aller jusqu'au calcul des coefficients. On rappelle ici que la matrice H est une matrice carrée, n lignes, n colonnes, que la somme des termes diagonaux qu'on appelle des leviers est égale à P, le nombre de coefficients du modèle, donc dans le petit exemple est égal à 4, et que ces termes diagonaux vont nous servir à la fois pour caractériser la distribution géométrique et pour calculer la qualité prédictive d'un modèle. Voilà, donc la matrice H dépend bien de la matrice d'expérience et du modèle choisi pour l'exploration du domaine. Alors, comment obtenir le vecteur des coefficients? Eh bien, on va venir rajouter la valeur des réponses dans le vecteur réponse, Y. On va faire, avec la fonction produit matriciel, le produit de la matrice transposée de X par le vecteur Y, et on obtiendra, bien ici, le vecteur des coefficients, donc l'estimation des paramètres β1, β2, β12 et gamma12. À partir du moment où on a l'équation du modèle, eh bien, on peut la dessiner, c'est ce que l'on verra, et à partir du moment où on a l'équation du modèle, on peut aussi calculer la valeur de la réponse pour les mélanges déjà effectués. Ces valeurs sont consignées dans
le vecteur noté y chapeau, et en faisant la soustraction du vecteur y et du vecteur y chapeau, bien on obtient la valeur des résidus. C'est-à-dire les deux vecteurs rouges que vous voyez apparaître à l'écran, je le rappelle, sont les résultats de la mise en œuvre de l'analyse mathématique qui fait référence ici à la méthode des moindres carrés. Alors, voilà quelles sont les valeurs des trois vecteurs, y, chapeau et résidus, et nous allons maintenant mettre en œuvre cette démarche à partir du tableur Excel en commentant naturellement les différentes étapes. Alors, tout commence par la définition de la matrice d'expérience, où je vais saisir les valeurs de la proportion de sable. Donc, nous avons absence de sable, nous pouvons mettre un quart de sable, nous pouvons mettre un tiers de sable, nous pouvons mettre 50% de sable, donc égal 1 demi. Nous pouvons mettre 2 tiers de sable, 3 quarts de sable, et naturellement 100% de sable. Ces valeurs sont celles qui sont définies par des maillages proposés par Henri Scheffé en 1958. Et comme nous sommes en présence de deux constituants, eh bien la proportion de gravier n'est autre que le complémentaire à 1. Donc 1 moins la proportion de sable. Et vous voyez apparaître, c'était prévu dans la feuille, la distribution des mélanges au sein du domaine expérimental. Face à ces coordonnées, j'ai reporté le vecteur des réponses. Je peux m'assurer que la somme est constante, est égale à 1. Ceci est d'autant plus important que l'on recopie des valeurs d'un tableau à l'autre. Et à partir, par exemple, de la proportion de sable et de la valeur de la réponse, eh bien, je peux représenter le nuage de points. Et ce nuage de points m'invite à choisir un modèle qui n'est pas une droite, un modèle qui présente au moins une courbure. Et dans cet exercice, j'ai décidé d'estimer les coefficients d'un modèle de degré 3 que vous voyez apparaître ici. Alors, après avoir créé la matrice d'expérience, je vais créer la matrice du modèle dont on a dit qu'il s'agissait d'une extension. Alors, je recopie la matrice d'expérience de telle sorte que si je modifie les coordonnées des mélanges dans cette matrice, eh bien, je puisse modifier les indicateurs algébriques que je vais obtenir par la suite. Donc je ne fais pas un simple copier-coller, j'utilise la fonction tout simplement égale, et je vous rappelle qu'en repérant les antécédents, on peut vérifier que l'on n'a pas fait d'erreur. Je vais ensuite créer l'extension. Alors l'extension ici consiste à faire un produit des valeurs entre elles, x1, x2, et ensuite à rajouter un autre produit pour le monôme de degré 3, x1, x2, que multiplie x1 moins x2. Donc vous venez de créer, nous venons de créer ensemble l'extension de la matrice d'expérience. Naturellement, cette matrice va être utilisée à plusieurs reprises, et pour éviter des erreurs de saisie, il convient d'y donner un nom. Dans le ruban formule, dans les gestionnaires de noms, je vais définir un nom, et cette matrice, je vais l'appeler X. L'étape suivante consiste, si vous revenez sur le schéma général, à transposer la matrice du modèle. Donc pour transposer la matrice du modèle, je sélectionne la zone de résultat. Je vais dans le ruban formule insérer une fonction. Cette fonction s'appelle la fonction transpose. Et je vais naturellement renseigner comme argument de la fonction le nom que j'ai donné à la matrice du modèle. Et je valide avec la succession de touches CTRL, SHIFT, Entrée, qui me fait apparaître dans la barre de formule des accolades autour de la formule. Cette matrice, je m'en vais l'appeler Tx pour symboliquement rappeler qu'il s'agit de la transposée de la matrice X. Et disposant de la transposée de la matrice X, je m'en vais pouvoir, en faisant un produit matriciel, calculer les coefficients de la matrice d'information, qui est une matrice carrée. Je sélectionne la zone de résultat. Dans le ruban formule, je vais insérer une fonction qui s'appelle
produit matriciel, et je vous rappelle que le produit matriciel n'étant pas commutatif, il faut faire attention à l'ordre d'introduction des matrices. Je multiplie la transposée de la matrice X par la matrice X. Ici encore, je valide avec les touches CTRL-SHIFT-Entrée, ce qui me fait apparaître des accolades dans la barre de formule. Et cette matrice, je vais l'appeler la matrice d'information, et je vais l'appeler info. À partir du moment où vous avez cette matrice, vous pouvez déjà utiliser votre feuille Excel en tant que simulateur. Si vous rapportez ici la valeur du déterminant, pour calculer la valeur du déterminant de la matrice d'information, on utilise une fonction qui s'appelle determat. Je désigne la matrice par son nom, et donc voilà quelle est la valeur du déterminant de la matrice d'information. Et vous pouvez vous apercevoir, en faisant des simulations, comment varie le déterminant en fonction de la nature des mélanges que vous avez choisis. Imaginez qu'au lieu de mettre 0% de sable, vous décidiez de mettre 10% de sable. Vous voyez, le point figuratif du mélange s'est déplacé dans le domaine expérimental et vous avez pu voir la variation du déterminant, au même titre qu'à l'autre extrémité, si vous ne mettez pas 100% de sable, mais uniquement 80% de sable, je vous laisse observer la baisse de la valeur du déterminant au fur et à mesure que les expériences couvrent moins bien le domaine expérimental pour un modèle donné. Voilà, donc l'intérêt d'Excel n'est pas naturellement de supplanter les logiciels du marché, mais dans une phase d'apprentissage, au travers de petites simulations numériques, et on présentera d'autres applications d'Excel dans ce contexte, de bien comprendre le sens de la construction d'un plan de mélange, et lorsqu'il n'est plus possible d'en matérialiser le domaine pour des raisons de dimension, eh bien il faut faire confiance à des indicateurs algébriques, tels que le déterminant, comme vous avez pu le voir ici. Alors, après avoir calculé la matrice d'information, eh bien, on va inverser cette matrice pour obtenir la matrice de dispersion. Alors, pour inverser une matrice, on sélectionne la zone de résultat, on va chercher une fonction qui s'appelle la fonction inverseMat. Il ne reste plus qu'à indiquer le nom de la matrice que l'on souhaite inverser et valider à partir des touches CTRL, SHIFT et Entrée. Cette matrice, je l'appelle traditionnellement la matrice disper, pour me rappeler qu'il s'agit de la matrice de dispersion. Et ce que l'on peut faire ici encore dans un but de simulation, c'est d'extraire les termes diagonaux de cette matrice et de regarder comment ces termes diagonaux évoluent en fonction de la position des mélanges dans le domaine. Pour extraire un terme diagonal, on peut utiliser la fonction index. La fonction index va nous permettre d'extraire à partir d'une matrice, d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne, un élément. La matrice, c'est la matrice disper. Le numéro de ligne, c'est la ligne 1. Le numéro de colonne, c'est la colonne 1. Et vous avez ainsi extrait le premier élément de la matrice de dispersion que j'ai reporté ici sous la forme d'un coefficient de variance. Si l'on veut extraire maintenant le deuxième, le troisième et le quatrième élément, on va venir remplacer dans la barre de formule le numéro de ligne et le numéro de colonne correspondant aux éléments que l'on veut extraire. Ici, troisième ligne, troisième colonne. Et enfin, pour le dernier élément, quatrième ligne, quatrième colonne. Donc, grâce à cette fonction index, qui est une fonction très pratique, j'ai réussi à extraire de la matrice de dispersion, et je pourrais ainsi en faire la somme pour calculer la trace, les valeurs des éléments diagonaux. Alors, une fois que ces termes ont été extraits, eh bien, on peut reprendre notre activité de simulation en regardant la conséquence d'une modification
d'un choix de mélange. Je vous laisse regarder le dernier coefficient de variance qui, lorsque j'ai rajouté, enfin j'ai substitué un mélange qui ne contenait pas de sable par un mélange qui contient maintenant 10% de sable, ce coefficient est passé de la valeur 47 à la valeur 93 et l'incertitude affectant le paramètre B2 est passée d'une valeur proche de 1 à une valeur proche de 4. Donc je vous laisse à titre d'exercice modifier le choix des mélanges dans la matrice et regarder quelles en sont les conséquences sur le déterminant de la matrice d'information et les termes diagonaux de la matrice de dispersion qu'on appelle les coefficients de variance. Alors, dernière matrice que l'on va construire, c'est la matrice H. Alors, la matrice H, c'est une matrice qui est obtenue en faisant le produit de la matrice du modèle par la matrice de dispersion, puis la transposée de la matrice du modèle. On va donc imbriquer, des produits matriciels. On sélectionne la zone de résultat. On va récupérer la fonction produit matriciel et cette fonction produit matriciel consiste d'abord à multiplier la matrice X par une matrice qui est le résultat de nouveau d'un produit matriciel. Et donc il suffit ici d'aller chercher dans la liste des fonctions de nouveau la fonction produit matriciel et vous voyez que dans la barre de formule il y a eu imbrication des deux fonctions. On complète en disant que la deuxième matrice c'est la matrice de dispersion et la dernière matrice c'est la transposée de la matrice du modèle. En validant avec la succession des touches CTRL-SHIFT-Entrée, nous obtenons la matrice H dont on peut remarquer que la somme des éléments est bien égale au nombre de mélanges réalisés, à savoir 7. Je vais appeler cette matrice sous le nom de matrice H, ce qui va me permettre d'extraire de nouveau avec la fonction index les termes diagonaux. Je vais extraire de la matrice H l'élément qui se situe à la ligne dont le numéro est consigné juste à gauche et à la colonne dont le numéro est consigné juste à gauche de la cellule de résultat. En recopiant cette formule vers le bas, nous avons donc extrait les 7 coefficients diagonaux et dont nous apercevrons que la somme est bien égale au nombre de paramètres du modèle, à savoir 4. Et ces coefficients servent à dessiner le graphe des leviers dont on peut voir l'importance des sommets, c'est les mélanges 1 et 7. On a vu d'ailleurs que en modifiant leurs coordonnées, la modification de ces sommets impactait grandement la variation du déterminant et de la trace de la matrice de dispersion. Si d'aventure un de ces leviers était égal à 1, on ne pourrait pas calculer la qualité prédictive du modèle. Alors, la matrice H étant calculée, on va maintenant aller vers le vecteur des coefficients. Pour ce faire, je sélectionne le vecteur contenant la valeur des réponses et je vais lui affecter un nom, à savoir Y. Je calcule le produit de la transposée de la matrice X par le vecteur Y, toujours en utilisant la fonction produit mat. La première matrice, c'est transposée de X. La deuxième, c'est le vecteur Y. Je valide à partir des touches CTRL-SHIFT-Entrée et je définis un nom de cette matrice, je l'appelle TXY. Si vous avez un doute à cette étape sur l'origine des résultats, vous pouvez repérer les antécédents où vous voyez apparaître la matrice Y et la transposée de la matrice X. En repérant à nouveau les antécédents, la transposée de la matrice X provient de la matrice X et la matrice X n'est autre qu'une extension appropriée de la matrice d'expérience. On dispose maintenant de tous les éléments préalables au calcul du vecteur des coefficients à partir de la formule des moindres carrés. Je sélectionne donc les cellules vides qui vont accueillir les composantes de ce vecteur et par un produit matriciel mettant en jeu la matrice de dispersion appelée disper et le vecteur des contrastes appelé TXY. En validant avec les touches CTRL-SHIFT-Entrée, je viens d'obtenir le vecteur des coefficients. Ce vecteur des coefficients, je lui donne un nom et je vais l'appeler coef.
de façon à l'utiliser automatiquement chaque fois que je vais en avoir besoin. Connaissant le vecteur des coefficients, nous allons nous demander que vaut la réponse d'après le modèle pour les mélanges effectués au cours du plan d'expérience. Je sélectionne le vecteur des réponses calculées. Je vais encore une fois utiliser un produit matriciel en faisant le produit de la matrice X par le vecteur des coefficients et je valide avec les touches CTRL, SHIFT et Entrée. À titre de vérification, je peux m'assurer que la moyenne des valeurs calculées est égale à la moyenne des valeurs mesurées. C'est une propriété de la méthode des moindres carrés et par voie de conséquence, la moyenne des résidus sera nulle. Dès lors que vous disposez de ces deux vecteurs, même si ça ne fait pas formellement partie de l'analyse mathématique, je vous invite à construire un nuage de points qu'on appelle le graphe d'adéquation, qui nous montre la ressemblance des composantes de ces deux vecteurs. En effet, si la réponse mesurée était égale rigoureusement à la réponse calculée par le modèle, c'est-à-dire si le modèle passait exactement par les points expérimentaux, eh bien le nuage de points serait parfaitement aligné sur la première bisectrice que vous voyez en rouge dans le plan de la figure. Il s'agit ici d'un simple nuage de points réalisé avec Excel qui permet de préjuger un peu par anticipation sur la qualité descriptive d'un modèle. Plus les points seront proches de la première bisectrice, plus le modèle aura une qualité descriptive importante. Dès lors que l'on connaît les valeurs mesurées et les valeurs calculées, une simple soustraction, comme le rappelle la formule ci-dessous, terme à terme, va permettre d'évaluer la valeur des résidus, 1,35 g en valeur absolue, 0,37 g par litre. Je vous rappelle que le niveau de la réponse est de l'ordre de 1400, 1800, 1900 g par litre, c'est-à-dire que quelque part on a un modèle qui est relativement bien ajusté aux points expérimentaux, y compris lorsque l'on observe un écart de 19,66 g par litre. On peut vérifier en faisant un simple copier-coller de formule que la moyenne des résidus est bien égale à 0 et on peut s'empresser de matérialiser le nuage des résidus, par exemple sous forme d'un diagramme en bâton, pour mieux voir les mélanges pour lesquels le modèle décrit moins bien la valeur de la réponse. Et je vous rappelle que les écarts de prédiction seront toujours plus grands que les écarts de description, donc les problèmes de prédictivité se manifesteront plus sur les mélanges 5 et 6 que sur d'autres mélanges. Il faut en effet associer la valeur du résidu et une fonction des leviers que nous avons vus tout à l'heure. Donc ça y est, nous avons obtenu les résultats de l'analyse mathématique au travers du vecteur des coefficients et du vecteur des résidus. Alors on peut se demander, et on doit se demander à quoi ressemble l'allure du modèle. Pourquoi? Parce que vous ne restituerez jamais l'information sous forme d'une équation qui est capable spontanément de prédire ou de prévoir ou de prévisualiser le sens de variation de la réponse en fonction des valeurs de coefficients. Donc on va dessiner ce qu'on appelle la trace de la surface de réponse et donc je m'en vais découper aussi finement que de besoin le domaine expérimental, par exemple ici avec un pas de 1% sur la variation du sable. Je peux utiliser dans le ruban accueil la possibilité de recopier en série, plus exactement il s'agit d'une suite arithmétique. Les valeurs, je vais les mettre dans une colonne, le pas sera un pas de 1% et je vais donc mailler le domaine expérimental avec un pas de 1% en allant de 0, première valeur, à 100%, c'est-à-dire 1. Et donc j'ai ici créé un vecteur où j'ai les proportions que je vais utiliser dans l'espace mathématique du sable variant de 1% à 1%.
la valeur de la colonne 2, ben, c'est le complémentaire de la valeur de la colonne 1. Pour naturellement faire le produit et faire l'extension correspondant au troisième degré, il suffit de retourner dans la matrice du modèle et tout simplement de copier les formules déjà existantes et de les coller au bon endroit, et en effectuant un double clic, on va recopier ainsi ces formules pour les 101 points de calcul. Comment écrire la valeur de la réponse calculée par le modèle? Eh bien, une dernière fois, en utilisant la fonction matricielle, la fonction produit mat, pour faire un produit matriciel, on va faire le produit de ce qu'on appelle la fonction du modèle par le vecteur des coefficients. Et Excel nous indique que pour un mélange ne contenant pas de sable, le modèle nous prévoit une valeur de la masse volumique égale à 1385 grammes par litre. Il suffit de recopier cette formule autant que de besoin vers le bas pour nous apercevoir que le modèle nous prédit ou nous prévoit une masse volumique de 1469 grammes par litre pour un mélange constitué uniquement de graines de sable, et c'est en juxtaposant les valeurs de la colonne X1 et de la colonne Y calcul, eh bien, que l'on peut représenter la trace de la surface de réponse pour constater de visu que la qualité du modèle de degré 3 est sans doute descriptive, mais ceci, il faudra le confirmer à partir de tests statistiques spécifiques. Donc voilà ce que je voulais vous présenter au travers de la mise en œuvre du tableur Excel pour en utilisant des matrices à bon escient, en dimensionnant correctement les cellules de la feuille de calcul, montrer que l'analyse mathématique d'un plan de mélange, mais aussi l'évaluation de la qualité de la distribution des mélanges sur des indicateurs tels que le déterminant de la matrice d'information, la trace de la matrice de dispersion, les leviers, c'est-à-dire les termes diagonaux de la matrice H, ne présentent pas de difficultés particulières, si tant est, il y a quand même une réserve, que le déterminant de la matrice d'information ne devienne pas trop petit. On en reparlera dans d'autres séquences, mais ceci est tout à fait possible sur des mélanges binaires, des mélanges ternaires et même des mélanges présentant plus de constituants. L'avantage d'un mélange de binaire est de vous permettre de faire des simulations pour essayer de comprendre le sens de variation de ces indicateurs. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à mettre en œuvre ce petit exercice pour vous familiariser encore une fois avec les fonctions matricielles disponibles dans un tableur comme Excel, mais les produits de la suite LibreOffice permettent de réaliser exactement les mêmes opérations. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures avec le tableur Excel. Merci encore.